Les Passéonautes, partie 1. Papy a disparu. Depuis sa retraite, Papy bricole dans son garage et dans le petit local situé juste derrière la maison. Papy a beaucoup bourlingué pendant sa vie professionnelle. Ingénieur dans les domaines de l'atome, des énergies, de l'électronique, il n'a cessé de se perfectionner. Il entretient des relations avec des personnes ayant les mêmes intérêts que lui, et il effectue ses propres recherches. Mais Papy a disparu. C'était surprenant. Le matin, après son petit déjeuner, il se retirait pour bricoler dans son garage. Parfois, il se rendait en bus à la grande surface d'Auchan, muni d'un cabas. Mais il demandait toujours à Bianca, sa femme, ce qu'il fallait acheter. Il ne conduisait plus depuis un certain temps et il ne possédait plus de voiture, ce qui éliminait, dans notre esprit, le risque d'accident. Nous avons attendu son retour toute la journée, avant de nous résigner à déclarer sa disparition à la police. René, son gendre, fut désigné pour accomplir cette formalité. Interrogatoire de la police. Le policier commença à enregistrer sa déclaration. René lui remit sa carte d'identité ainsi que celle du disparu qui ne l'avait pas emportée. Le policier disposait d'un ordinateur, mais ne tapait sur le clavier qu'avec un doigt. Depuis quand a-t-il disparu? Depuis ce matin. Pouvez-vous me le décrire? Taille, couleur des yeux, comment était-il habillé? René prit son téléphone portable pour appeler Marie, sa femme, et il passa le téléphone au fonctionnaire. Marie, ma femme. Elle vous répondra mieux que moi. Marie qui? Marie, ma femme, elle porte le même nom que moi. Son nom de jeune fille. C'est le même que celui du disparu, qui est son père. Le fonctionnaire accepta enfin de lui parler, et elle répondit sans hésiter à toutes les questions. À la fin, il lui demanda si elle n'avait pas quelques renseignements supplémentaires à donner, susceptibles d'orienter l'enquête. Au fur et à mesure que Marie parlait, on le sentait de plus en plus nerveux. Il n'arrivait pas à suivre avec son seul doigt le flot d'informations qu'elle lui apportait. Et quand elle en arriva à « Et mon père a connu une enfance difficile, car à 5 ans, dans la forge de son père, il devait tenir le pied du cheval pour qu'on pose un fer sur son sabot », le policier, qui était tout rouge, s'arrêta de taper et lui dit « Madame, on ne peut pas écrire tout ça », et il mit son doigt frappeur de touche, douloureux, dans sa bouche. Sur ce, je signai le procès-verbal. Nous allons envoyer une voiture qui sillonnera votre quartier, et le signalement de la disparition sera diffusé dans tous les postes de police. À la maison, personne n'avait rien vu venir. Tout semblait normal. Nous avions arpenté toutes les rues aux alentours, interrogé les chauffeurs de bus en leur montrant la photo du papy. Nous avions cherché des éléments d'information sur son ordinateur, mais à notre grande surprise, tous ces fichiers étaient cryptés et donc impossibles à lire sans détenir les mots de passe. Personne n'était au courant de ce que nous appelions ces douces lubies, et certains disaient en cachette qu'ils s'isolaient pour regarder des photos cochonnes. Mamie Bianca avait fait le tour de l'atelier, qu'elle connaissait si bien pour y faire le ménage chaque fois qu'il s'absentait, et elle n'y avait détecté aucune anomalie. D'ailleurs, le papy était d'un naturel paisible. Il n'y avait qu'une seule chose qui le contrariait dans la vie, son gendre. Son gendre qu'il traitait de bon à rien, et qui le mettait dans une colère noire, presque chaque fois qu'il le croisait. D'ailleurs, ils se croisaient peu, car le papy se réfugiait dans sa chambre pour éviter de prononcer des mots désagréables. 2 jours plus tard, le papy réapparut exactement comme il était parti, soudainement. La police classa l'affaire sans suite. Les petits vieux qui disparaissent après avoir bu un grand coup de trop et qui réapparaissent ensuite, c'était trop banal pour valoir un signalement télévisé alerte enlèvement. Mais la famille voulait savoir. Et quand les femmes des vieilles familles italiennes veulent savoir, elles obtiennent toujours ce qu'elles veulent. Il commença. Je lui ai dit ce que je pensais de lui à ce petit con. Comme l'assistance ne comprenait pas, il poursuivit. Je lui ai dit qu'il était trop con pour épouser ma fille. Anna, sa fille aînée, lui demanda.
Explique-toi, car on n'y comprend rien. Ça marche. J'ai créé ma machine à remonter le temps, je l'ai testée sur moi, je me suis défoulé sur le petit con, et j'en suis revenu. Ça fait 25 ans que je travaille sur ce projet avec le même objectif, l'empêcher d'épouser ma fille. Je reconnais que c'est trop tard. Anna poursuivit. Et vous vous êtes dit quoi? J'avais choisi une année au hasard, 1968. Quand je l'ai rencontré, j'étais à la fois rassuré et contrarié. Un mec d'une maigreur d'anorexique, avec une longue chevelure qui couvrait les épaules, une barbe qui cachait la moitié de la figure et des lunettes qui cachaient le reste. Ça me rassurait, car je pensais que ma fille, qui a les pieds sur terre, un bon sens sicilien, ne pouvait pas s'éprendre, et à plus forte raison se marier avec cet épouvantail. Contrarié, car je savais que, par malheur, elle l'avait épousé. Il était dans une manifestation de mai 68, avec les gauchistes. Je lui ai crié de tout, mais il n'a rien entendu à cause du bruit de la manifestation. En fait, je me suis contenté de le regarder et de l'insulter de loin. Je ne lui ai pas parlé. Je me suis dit qu'il devait peut-être avoir quelques qualités cachées, bien cachées, pour que ma fille accepte de l'épouser. Mais j'étais certain que ces hypothétiques qualités cachées me demeureraient à moi à jamais incomprises. Je suis donc revenu parmi vous sans avoir rempli ma mission, en réalité impossible à mener, que je m'étais fixée. Anna ne lâchait pas prise. Pourquoi as-tu prétendu que tu lui as parlé? Parce que ça me défoule, parce qu'ainsi je n'ai pas l'impression d'avoir travaillé à ce projet pendant tant d'années pour donner l'impression de m'être dégonflé, alors que je ne lui ai octroyé en fait que le bénéfice du doute. Non pas que je doute que ma fille ait épousé l'homme le plus inutile que j'ai vu dans ma vie, mais que de son point de vue, elle y aura trouvé quelques avantages que je ne saurais comprendre. Je dois ajouter aussi, et c'est aussi incroyable que cela puisse sembler, que j'ai été immédiatement intercepté par une police du ciel. Ils m'ont interrogé et prévenu que je ne devais effectuer aucune action à effet durable modifiant le futur. Et ils m'ont relâché. Ils ont, selon leur dire, la responsabilité de la cohérence du monde dans le temps. Je ne sais pas si je ne vais pas détruire cette machine de mon invention, car il ne faudrait pas qu'elle tombe entre les mains de personnes ou de pays mal intentionnés. Ce que je sais, c'est que personne ne travaille actuellement sur un projet de ce type. Changer l'histoire pourrait devenir un jeu dévastateur pour l'humanité. Et moi, papy, j'en porte la lourde responsabilité. Papy, quoi qu'il en dise, était fier de lui. Il n'avait pas toujours été considéré à sa véritable valeur dans sa famille, et il tenait, avec les lourdes responsabilités qui étaient aujourd'hui les siennes, une espèce de revanche. Il était le premier passé aux notes de l'histoire. Rose, la plus jeune des trois sœurs, demanda: La machine ne pourra-t-elle pas servir encore? Combien de personnes peuvent être transférées simultanément? Le papy semblait heureux de voir que son invention suscitait de l'intérêt. 3 personnes au total. C'est fonction de la taille de l'ouverture et de la puissance de la machine. Personne ne croyait à son histoire de ciel. Mais c'était bien raconté. Si bien raconté que nul n'avait osé le contredire. Le procès. Ce qui couvait pendant un certain temps, et qui nous valait les colères du papy, se révélait maintenant au grand jour. Les comportements de René devenaient à tous insupportables. À tous? Non, mais à la famille de Marie, la femme de René, certainement. On remarquera, à titre anecdotique, que la famille de René n'était pas représentée. Étaient-ils tous concernés par ces comportements? Certainement pas. Mais tous avaient leur mot à dire, leurs indignations à exprimer, et finalement, la marmite finit par exploser. Il fallait en finir, et tous étaient présents à cette réunion de demi-famille. Le papy et Bianca sa femme, Anna, Rose et Marie leur fille, Gérard, Lucie et Gertrude, les enfants de Marie.
et René qu'il ne faut pas oublier. Le prévenu était accusé d'être un monstre d'égoïsme, de radinisme, d'individualisme, ainsi que d'autres mots en isme, chacun apportant sa couche de condamnation. L'histoire qui avait le plus indigné était celle de la planche à voile qui restait dans tous les esprits. René avait fait l'acquisition sans prévenir personne d'une magnifique planche à voile avec 2 voiles et le nécessaire pour fixer le tout sur une voiture. C'était le style de planche de première génération, très longue et très lourde. Le premier jour de vent faible, il emmena sa petite famille à la mer. Il convenait d'utiliser une plage réservée aux planchistes. Et cette plage n'était pas bordée de sable, mais de rochers et de cailloux, ce qui ne faisait pas l'affaire des enfants, qui ne pouvaient jouer sans se faire mal aux pieds. Ensuite, notre héros entreprit de monter sur cette planche et de s'y tenir droit, ce qui ne semblait pas une difficulté insurmontable. Enfin, pas toujours. Les choses se corsaient quand il fallait relever la voile, qui trempait dans la mer, et qui était pleine d'eau, tout ceci en gardant l'équilibre. La manœuvre aurait été sûrement possible de temps en temps, si au fur et à mesure que la voile se vidait de son eau, elle ne donnait pas immédiatement une prise au vent, qui, farceur, ne poussait jamais dans la bonne direction. Donc, plouf, obligeant notre véliplanchiste amateur à remonter sur la planche à la force de ses bras, de ses jambes, de son ventre, encore et encore. Il faut aussi savoir que le plancher de l'engin est râpeux à souhait, et qu'à la fin René était rouge écarlate à force d'avoir râpé. Et le fait de baigner dans l'eau salée n'arrangeait pas les choses. Pour finir, on rentre à la maison. La petite famille qui n'avait pas eu son temps de baignade et de jeu criait à l'égoïsme. Papa avait beau expliquer qu'il ne pouvait laisser la planche à voile sur le toit de la voiture sans risquer de se la faire voler, rien n'y faisait. Et sa réputation d'égoïste enflait dans la famille. Tous avaient leur histoire à raconter, toutes plus répugnantes les unes que les autres. À vrai dire, on ne s'entendait plus, car on ne s'écoutait plus. Il y avait tant à dire, ils en avaient tellement sur le cœur. À la fin, le brouhaha se dissipa, tant parce que l'inspiration finit par manquer, que par le besoin des participants de reprendre leur souffle. René n'avait rien dit, car il y avait toujours au moins un poil de vrai dans chacune de ses accusations. Le moment du verdict arriva, et les jurés étaient divisés en 2 camps. Ceux pour qui le divorce s'imposait sans discussion, et ceux qui prétendaient qu'une thérapie pouvait régler le problème. Un seul vote blanc, aucun contre, on pouvait donc commencer à discuter. Une thérapie à titre d'avertissement avant divorce fut négociée entre les 2 camps. En conclusion, soit René acceptait de suivre une thérapie lui permettant d'espérer une amélioration de son comportement, soit le divorce s'avérait inévitable. René refusa toute contrainte, le forçant à modifier ses habitudes. La situation semblait donc s'acheminer vers une rupture. Et c'est à ce moment-là que Gérard intervint. Gérard avait lu un bouquin de science-fiction dans lequel des humains, transférés dans le passé, changeaient les croyances et les comportements des gens à une époque clé de leur vie pour modifier le cours de leur histoire. Ces gens disposaient individuellement de petits appareils autonomes qu'ils utilisaient pour se déplacer dans le temps. Celui de Papy était plus gros et plus primitif, mais il fonctionnait. Il n'y avait qu'à utiliser l'invention de Papy, et il se portait volontaire pour participer à l'expédition. Il se faisait fort de parvenir à redresser le comportement du clone de René. Gérard était du type costaud. Avec ses 90 kilos pour 1m80 tout en muscles, il promettait de protéger physiquement les autres membres de l'expédition, qui de fait seraient tous des femmes. Rose, la tante, qui considérait son existence comme étant aussi futile qu'inutile, décida de s'intégrer à l'expérience. Son expérience dans l'éducation nationale et sa patience légendaire seraient selon elle un atout dans cette mission. Lucie et Gertrude se disputaient la place de troisième passée aux notes.
Elles tirèrent à la courte paille, et Lucie l'emporta. Le hasard avait pour une fois fait bien les choses, car Lucie avait effectué des études de psychologie et participé pour sa formation à plusieurs stages pratiques. Elle travaillait actuellement dans un cabinet de recrutement. Et Gertrude était liée actuellement à un petit ami allemand qui plaisait beaucoup à Papy. Ce n'était pas le moment de les séparer. Marie ne pourrait pas participer, car si elle voit celui qui sera son futur mari, elle risque de plus s'inquiéter encore, et aussi parce que René ne peut rester seul sans elle. Restait à déterminer l'époque la plus appropriée pour agir. Après y avoir réfléchi ensemble pendant plusieurs jours, Anna formula les conclusions auxquelles ils étaient parvenus. La période choisie doit répondre à deux critères. Premièrement, il ne faut pas qu'il y ait une trop grande différence d'âge entre lui et ceux d'entre nous qui le rejoindront, pour qu'il puisse se créer une relation. Deuxièmement, il convient que cette période soit une période charnière de sa vie. Nous avons donc choisi une année pendant laquelle, après de nombreuses années d'études sans autonomie, sans moyen de gagner sa vie, il peut enfin se satisfaire financièrement à lui-même et ainsi avoir l'opportunité de fonder un foyer. C'est souvent dans ces périodes que les personnes explosent, dans son cas, en cours de route et empruntent un mauvais chemin. C'est enfin la période précédant sa rencontre avec Marie. On ne pouvait pas faire plus tardif. Le début de l'année 1974 semble être un bon compromis. Maintenant, il faut se dépêcher, car tout doit être terminé avant la date de la première rencontre entre Marie et René. Papy se faisait fort d'assurer la sécurité de l'expédition et toutes les phases délicates des transferts. Il avait tout simplifié au maximum. Le lieu de transfert et celui de la récupération demeuraient inchangés, et il ne restait plus qu'à fixer, chaque fois, la date et l'heure de l'opération. Les préparatifs du transfert devenaient des automatismes. Les passéonotes se plaçaient dans la machine, les réglages étaient inchangés, et Papy appuyait sur un des boutons, transfert haut ou transfert bas selon le cas. Le transfert lui-même durait quelques minutes, et les passéonotes disparaissaient ou apparaissaient, selon le cas, à un endroit prévu appelé cercle de transfert. Le transfert. Papy s'était ingénié à mettre son invention à l'abri d'une mauvaise utilisation. Seuls les participants porteurs de l'ADN de la famille pouvaient utiliser le prototype en toute sécurité. Mais c'était une option qu'il pouvait modifier, étant le seul à pouvoir en effectuer le changement. Papy s'était procuré des cartes d'identité et des permis de conduire valables pour la période qui nous intéressait. Tout circulait sur Internet, et les pièces d'identité périmées depuis longtemps n'intéressaient pas les autorités. De multiples officines, majoritairement asiatiques, se chargeaient de vous procurer pour pas cher des documents plus vrais que nature. Tous les membres de la famille avaient les siennes. La mamie Bianca, qui n'avait jamais passé son permis de conduire, en avait un aussi, périmé, mais tout neuf, qu'elle plaça fièrement dans son sac à main. Rose avait effectué un petit transfert en solo pour tenter de cadrer les habitudes de notre cible. Celle-ci était régulière. Un match de foot le dimanche après-midi et 2 entraînements le soir en semaine. Des réunions fréquentes entre amis dans les brasseries du cours Mirabeau. Il travaille comme intérimaire. Il est aide-comptable, ou même moins que ça. Va voir sa maman de temps en temps. Se rend dans les dépendances d'une église où les jeunes s'échangent des livres policiers ou d'espionnage. Connaît le curé de cette église depuis longtemps. A priori, pas de petit ami. Semble avoir quelques relations douteuses avec des mécaniciens maquillant des voitures. Avant de partir, les participants s'étaient répartis les rôles. Gérard et Lucie vont tenter de devenir ses amis. Lucie se présentera comme une femme ayant choisi de rentrer dans les ordres, ceci afin d'éviter de se faire draguer. Rose tentera d'obtenir un poste dans l'église que fréquente notre sujet. René ne sera pas tenu informé de l'opération, afin de ne pas troubler le déroulement de sa thérapie à distance. L'accident. Nous sommes en 1974.
je rejoins mon club de foot à moto pour mon match du dimanche. Une voiture me croise à trop vive allure dans un virage et plonge sans freiner dans un ravin. Quelques secondes plus tard, deux motards et une voiture de police, gyrophares et sirènes, passent à toute allure sans avoir perçu l'accident. J'ai garé la moto et je suis descendu dans le ravin. La voiture, après être sortie de la route, a percuté de face un énorme rocher. Sous le choc, la voiture s'est démantibulée. Les vitres avaient tout explosé. Le conducteur et son passager avaient la tête en bouillie. J'avais peur que la voiture prenne feu car du liquide s'échappait de dessous la voiture. J'allais remonter sur la route quand je perçus sur le siège arrière une petite valise. Je la saisis avant de rejoindre ma moto. J'entendis les sirènes de police qui avaient fait demi-tour et je me débarrassai de la valise dans un buisson à quelques centaines de mètres du lieu de l'accident. Enfin, je suis allé normalement jouer mon match de foot. Au retour, j'ai emprunté une autre route pour rejoindre mon domicile. J'ai attendu 3 jours pour récupérer la petite valise. Les 2 jours précédents, par précaution, j'avais effectué le parcours sans m'arrêter pour tenter de détecter une éventuelle surveillance. Les journaux avaient relaté l'accident mortel dans lequel la voiture avait brûlé et indiqué que la course-poursuite avec la police provenait d'un contrôle pour excès de vitesse pour lequel le chauffard ne s'était pas arrêté. Le chauffeur et son passager étaient connus des services de police et avaient chacun effectué plusieurs séjours en prison. Aucun ne citait la petite valise. Je l'avais donc récupérée sans encombre. Elle était fermée à clé. J'étais tranquille, car avec mes gants de moto, je ne risquais pas d'avoir laissé d'empreinte. Mais j'étais impatient d'en connaître le contenu. Des billets de banque, des bijoux. Je forçai la serrure en gardant mes gants pour ne pas laisser de traces sur la valise. À l'intérieur, il n'y avait que du papier journal froissé, protégeant 3 petites boîtes en carton. Un liquide bleu avait taché le papier journal et les boîtes. Chacun renfermait un clou. Ces clous étaient longs, rouillés, avec une drôle de tête. Ce n'était pas avec ça que j'allais m'enrichir. Les individus tués dans l'accident voulaient-ils fuir un vulgaire contrôle de police ou étaient-ils poursuivis pour une autre raison? Je plaçai 2 des clous dans un mouchoir que je mis dans ma poche et cachai la valise et le dernier clou dans les parties communes de l'immeuble, à un endroit où nul ne s'aventurait jamais. Je me résignai alors à rendre visite au curé de la paroisse que je connaissais depuis longtemps et dont j'avais déjà fréquenté autrefois le patronage. Je lui avais déjà parlé de certains de mes problèmes. Il m'avait déjà rendu service et je pouvais lui faire confiance. Il ne me dénoncerait pas. Dès qu'il vit les clous, il me demanda: Où avez-vous trouvé ça? J'ai pensé qu'il allait me demander de les jeter, mais il reformula sa demande. Qui vous a fourni ces clous? Où est passé le troisième? Il semblait sincèrement affecté à la vue de ces 2 bouts de ferraille rouillés. Je lui racontai toute une histoire, occultant mon prélèvement. Les clous de la Passion, me dit-il, les clous qui ont servi à la crucifixion du Christ. Il y en a une 40aine en circulation dans le monde. Ces reliques attirent les voleurs qui peuvent les revendre à un bon prix sur certains marchés. Mais pourquoi en manque-t-il un? Je lui répondis que je n'en avais pas gardé pour moi, qu'il fallait qu'il me croie sur parole. Les 2 individus qui ont péri dans la voiture devaient en savoir plus. Je n'avais bien sûr pas pensé à relever les numéros de la plaque de la voiture. Le curé allait demander l'aide des autres curés qu'il connaissait et me tiendrait informé des suites de l'affaire à laquelle j'étais mêlé. Il leur raconta toute l'histoire, mettant en exergue qu'une relique religieuse était entre les mains impies et qu'il convenait de la retrouver, même s'il ne s'agissait que d'un simple clou. Il souhaitait en premier lieu connaître la provenance de cette relique. Il devait certainement exister une autorité religieuse qui les répertoriait et qui devait être tenue informée des vols ou autres incidents. Il pouvait aussi s'agir du vol d'une copie des clous, les originaux étant en sécurité. Dans ce dernier cas, il cesserait immédiatement toute activité de recherche.
Ensuite, il convenait de rechercher les noms et adresses des individus décédés, ainsi que de celles du propriétaire du véhicule. Ces personnes étaient connues de la police. Tous ces renseignements devraient figurer dans le procès-verbal de l'accident. Une semaine après, ils avaient tous les renseignements recherchés. Il faut savoir que tous ces curés qui semblent cachés, inoffensifs dans leurs églises, connaissent chacun un tas de monde, qui connaît lui-même un tas de monde. Et tous ces tas de monde savent que les informations qu'ils peuvent fournir ne seront jamais divulguées. Une espèce de canard enchaîné en quelque sorte. Les trois clous avaient effectivement été dérobés quelques mois auparavant, et les responsables religieux, qui en avaient la garde, s'étaient débrouillés pour que le vol ne soit pas rendu public. Un de ses contacts avait eu l'occasion de lire les comptes rendus des accidents et ses annexes. Ils avaient pris note de tout ce qui pouvait nous intéresser. Je fus averti que le curé souhaitait me voir. Il me demanda ce qui s'était passé quand j'avais forcé la serrure de la mallette. Je lui répondis qu'un liquide visqueux bleu s'était répandu dans la mallette et que j'avais sali l'évier sur lequel je l'avais posé. Je poursuivis en lui disant que j'avais eu beaucoup de mal à tout nettoyer. Pour une raison inconnue, il voulait absolument voir la mallette. Je le conduisis chez moi et la lui présentai. Maintenant, donne-moi le troisième clou, me dit-il. J'étais estomaqué par sa demande. Donne-moi le troisième clou, répéta-t-il. Cette mallette est dotée d'une serrure totalement fiable. Elle est ouverte une fois par mois par l'évêque pour inventaire. Le liquide bleu ne se répand que si la serrure est forcée. C'est un système qui a été mis au point pour rendre inutilisables des billets de banque volés avec la mallette. Tu es le premier à avoir forcé la serrure. Alors ne fais pas d'histoire. Donne-moi le clou manquant. Je le lui donnai. Pourquoi as-tu fait ça? Je lui expliquai que quand j'avais pris la valise, j'espérais qu'elle renfermerait quelque chose de valeur, des billets par exemple. Mais des clous, j'avais seulement une vague idée de ce que cela pouvait être. Aussi un curé m'a semblé être la meilleure personne capable de me renseigner. Tu voles souvent? Non, je vous jure. Prendre la valise a été un geste malheureux. Mais une fois que c'était fait, j'ai du mal avec mes finances, avec mon travail en comptabilité. Ça m'aurait bien arrangé. Bon, tout est oublié, me dit-il. Je vais rendre ces reliques à leur propriétaire. Viens me voir demain après ton travail. On va voir ce qu'on peut faire pour t'aider. Je lui demandai: Pourquoi faites-vous ça pour moi? Parce que l'Église ne punit pas. Elle aide ceux qui sont tombés à se relever. Demain, je te présente Rose. Le lendemain, comme convenu, je rejoignis le curé, qui terminait ses confessions. Voilà, comme promis, on va essayer de te donner un coup de main. Je te présente Rose. Rose, c'est la nouvelle responsable bénévole des activités de la paroisse, catéchisme, patronage, etc. Quand nous avons parlé de toi hier, elle m'a proposé de te faire connaître son neveu, qui est expert en gestion et en comptabilité. Il pourra t'aider à franchir un mauvais cap professionnel. Il a promis de venir et il ne devrait pas tarder maintenant. D'ailleurs le voilà. Rose me présenta Gérard, son neveu. Nous nous sommes rendus à la sacristie pour faire connaissance. Gérard me demanda ce que je faisais en comptabilité dans mon entreprise et quelles difficultés je rencontrais. Il me rappela qu'il était possible de s'inscrire à la bibliothèque de la fac d'économie sans être inscrit à la fac, et qu'il me fournirait la liste des titres à emprunter. Nous prîmes donc rendez-vous. Je demandai à Rose si elle était institutrice. Elle me répondit qu'elle l'avait été, mais qu'elle s'étonnait de la question. Je lui dis: Parce que dans la bande dessinée Pim Pam Poum, il y a une tante Rose qui est institutrice. Ce n'est pas moi, me dit-elle. Tout le monde rit de bon cœur. À la suite de quoi, j'eus un entretien à bâton rompu avec elle. Quels étaient mes goûts, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, qu'est-ce que j'avais fait jusqu'à ce jour. Elle me dit qu'elle me posait ces questions pour trouver des activités vers lesquelles m'orienter.